Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Savoir tenir compagnie, le balado. Aujourd'hui, je reçois Justine Lemieux-Chevalier, qui est conseillère voix du client chez La Presse. Pendant l'épisode, on a parlé de plein de choses, notamment de justement l'évolution de l'actualité au courant des dernières années. Le lectorat La Presse, je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Vous écoutez La Presse, vous lisez La Presse, vous le consommez. Fait qu'on va parler de ça. C'est super intéressant. C'est un sujet qu'on n'a pas encore discuté au balado. Donc, je vous souhaite une bonne écoute, le temps d'un 30 minutes. Allô, Justine. Allô, Alexia. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation puis d'être là aujourd'hui au balado. Ben, merci à toi d'avoir pensé à moi. Bien là, c'est sûr. On va vous expliquer, mais on se connaît déjà un petit peu. On a déjà étudié ensemble. Exact. Veux-tu un petit peu te présenter rapidement? Dis-moi ton nom, qu'est-ce que tu fais, là, rapido? Ben, je m'appelle Justine. Je suis conseillère voix du client chez La Presse depuis... je suis chez La Presse depuis environ 2 ans et demi. J'ai commencé mon parcours directement en sortant de l'université en recherche marketing, connaissance consommateur. Puis, ça fait à peu près 7 ans là, que je suis sur le marché du travail dans cette spécialisation-là. Puis justement, ça va être un peu le sujet clé de notre discussion aujourd'hui. On va parler beaucoup de ça. Puis avant de commencer, j'aimerais savoir, toi, ton rituel info, ça ressemble à quoi? C'est-à-dire de quelle manière tu consommes l'actualité, à quel moment de la journée? Parle-moi de ça. Ton rituel info, là, c'est un nouveau terme que je crée aujourd'hui, là. Ben, c'est pas un nouveau terme, honnêtement, c'est un terme qu'on utilise vraiment souvent. Bon, j'ai dû voir ça quelque part. Parfait, je suis contente. Mais en fait, moi, je suis un peu un cordonnier mal chaussé là, chez La Presse. Je suis parmi des gens qui s'informent de manière presque religieuse, là, mais moi, c'est vraiment plus sporadique. Là. C'est en fonction de ce qui se passe dans l'actualité. S'il y a des sujets qui m'interpellent un peu plus ou qui m'inquiètent un peu plus, je vais m'informer davantage à ce niveau-là. Mais de manière globale, là, quotidiennement, je vais regarder les notifications que je reçois. Puis ça se résume à ça. Je vais cliquer sur les notifications qui m'intéressent puis m'informer vraiment brièvement. Là. Honnêtement, ce que je veux, c'est savoir de quoi parler à la machine à café quand on parle d'un certain sujet. Bon, j'avoue, parce que tu croises tout le monde, des journalistes, plein de sortes de personnes à la machine. Là, fait que c'est quoi les actualités du moment? Exact. D'être capable d'avoir une discussion, mais je suis pas experte là, dans un sujet d'actualité ou dans tous les sujets d'actualité. Il y a récemment le podcast de Paul Arcand qui est partagé sur La Presse, qui est une revue de presse quotidienne. Puis ça me permet vraiment là, de me tenir au courant. C'est comme un 20-25 minutes, puis c'est les nouvelles en bref. Là, comme si tu écoutais un bulletin, puis ça me permet de savoir quoi, où, quand, comment, pourquoi. Là, vraiment les grandes lignes. Super. Fait que c'est synthèse, puis c'est de temps en temps. Puis j'imagine avec l'application aussi, La Presse. Oui, exact. Un peu les réseaux sociaux aussi. Ouais. Là, c'est sûr que maintenant, c'est moins diffusé, par exemple, sur Facebook puis sur Instagram, mais avec TikTok, on réussit quand même à bien s'informer. Des fois, il y a des analyses en profondeur et tout. Donc, tout dépendant à quoi mon algorithme ressemble, ça me permet de quand même me tenir au courant. Ah, cool, génial. Puis justement, parle-moi un petit peu de ton parcours. Là, tu es conseillère voix du client pour La Presse. Avant de te rendre à ce rôle-là, concrètement, que ce soit tes études ou les emplois que tu as fait avant, guide-moi un peu à travers ça. Oui, ben c'est ça. En fait, on s'est connus au baccalauréat en sciences de la consommation. Oui. Donc, j'ai fait mon baccalauréat. On a terminé il y a à peu près 7 ans. Puis moi, je me suis ramassée en connaissances consommateurs, recherche marketing un peu par hasard. Là. En fait, je cherchais un stage en marketing. Puis j'appliquais un peu à gauche, à droite parce qu'on avait des stages à faire dans le cadre de notre bac. Puis je suis tombée sur un stage en recherche marketing, puis je voyais que j'avais quand même des acquis qui étaient similaires à ce qui était recherché. J'ai appliqué, puis je suis vraiment tombée en amour là, avec cette spécialisation-là parce que ça permet là, de comme, quantifier des intuitions qu'on a, puis d'aller valider des hypothèses, puis de prendre des décisions qui sont peut-être un peu plus éclairées qu'un gut feeling. Là. Surtout en marketing, des fois... bien dit. C'est ça. Ouais. Donc, j'ai fait un premier stage, un deuxième, puis à la suite de mon baccalauréat, j'ai commencé un peu dans l'univers des médias. Dans le fond, j'ai travaillé pour une chaîne télé. C'était une agglomération de 3 chaînes télé qui est devenue maintenant Nouveau. Donc, par le passé, c'était V. Puis ça a été ma première expérience dans l'univers des médias, mais j'étais dans l'équipe de recherche marketing, donc tout ce qui était analyse d'écoute, mais aussi des recherches quantitatives de type sondage et tout ça pour un peu penser à la stratégie de l'entreprise. Puis par la suite, j'ai continué mon parcours chez Rona pendant quelques années. Puis depuis 2 ans et demi, je suis chez La Presse. Au début
dans un rôle de spécialiste connaissance consommateur. Puis maintenant, là, depuis quelques mois, dans le rôle de... Oui, exact. Justement sur LinkedIn. C'est ça, au rôle de conseillère voix du client. Là, donc, j'évolue tranquillement chez Après. Puis dis-moi, conseillère voix du client, ça mange quoi? C'est quoi que ça fait au quotidien, une conseillère voix du client pour la presse? Guide-moi un peu à travers ta journée, ton quotidien, tes responsabilités. Bien, je peux peut-être commencer par mettre en contexte sur c'est quoi la recherche marketing. Oui, vas-y. En fait, la recherche marketing, là, c'est l'analyse puis l'interprétation de données. Ça peut dépendre des données qui sont disponibles à toi. On a des données primaires et secondaires. Les données primaires, c'est des données qui sont collectées par l'équipe de recherche consommateur. Des données secondaires, c'est des données qui sont collectées à l'externe, comme par exemple Statistique Canada, mais qui sont accessibles, payantes ou non payantes. Donc, nous, on fonctionne vraiment avec la multitude de données auxquelles on a accès, puis on s'assure d'interpréter les données pour éclairer les équipes avec lesquelles on travaille à prendre des décisions réfléchies, puis des décisions basées sur des données, puis comme je te disais, là, pas juste sur un gut feeling. Donc, quotidiennement, ça dépend vraiment des périodes de l'année. Nous, on travaille sur plein de projets avec plein d'équipes différentes. Chez La Presse, je travaille avec le marketing, la philanthropie, les équipes de communication, les équipes de rédaction, les ventes. C'est vraiment varié, même l'équipe de développement de produits et d'innovation. Donc, ça dépend vraiment des besoins des équipes. On prend le besoin, on fait les analyses qui sont nécessaires, que ce soit sous forme de sondage, de groupes de discussion, même des tests utilisateurs là, avec nos applications puis notre site web. Puis ça nous permet un peu là, d'aiguiller les équipes avec lesquelles on travaille pour toujours garder les lecteurs en priorité parce que nous, nos consommateurs, c'est des lecteurs. Puis on veut s'assurer qu'on convient là, à leurs intérêts, à leurs besoins, à leurs attentes. Donc, de toujours là, les garder en priorité dans nos décisions. C'est vraiment intéressant. Je suis comme, tell me more, mais c'est parfait. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Puis justement, tu sais, on est beaucoup à connaître la presse, à consommer probablement ce média d'information, mais peu de gens, je pense, connaissent un peu son histoire ou du moins, justement, son évolution au cours des dernières années. Ça a beaucoup évolué. Veux-tu un peu nous en parler? Oui, bien, c'est fascinant là, parce que la presse, c'est un média qui a 140 ans derrière la cravate. Derrière la cravate, c'est super impressionnant. Puis de travailler là, dans cette entité-là, là, ça a beaucoup de patrimoine. C'est super intéressant puis enrichissant. Mais la presse a vraiment évolué au cours des 10 à 15 dernières années, comme l'industrie des médias a énormément évolué. Il y a 12 ans, si je ne me trompe pas, la presse a entamé sa transformation numérique. Donc, ils ont vu... Des fois, je vais parler au on, des fois, je vais parler au il, mais je n'étais pas là il y a 12 ans. Mais ils ont entamé leur transformation numérique en voyant un peu ce qui se tramait dans le marché. Ils ont commencé avec leur application tablette, qui est la Presse Plus, qui reprenait vraiment le concept de l'édition papier du journal parce que originalement, la presse, c'était un journal imprimé. Donc, on reprenait l'édition papier qui était quotidienne, puis on amenait l'expérience sur une tablette. Donc, la plateforme existe encore, elle va super bien. Puis, on slide, là, si je peux me permettre, les écrans. Puis, chaque écran est comme une feuille du journal là, qui présente 1, 2, 3 articles avec des photos et des publicités. Puis, on venait vraiment là, chercher cette expérience-là qui était comme une routine, un rituel d'information qui était bien ancré, mais on voyait qu'il y avait de moins en moins d'impressions de journal. Là. Donc, c'est pour ça que la presse a opté pour une avenue numérique. Puis, c'était quand même un gamble là, parce qu'on ne savait pas nécessairement vers où l'ère du numérique s'en allait. Puis, ça a nécessité quand même un accompagnement parce que c'est pas tout le monde qui était familier à ce moment-là avec l'utilisation d'une tablette et forcément l'utilisation de cette application-là. Donc, ça a nécessité un accompagnement technologique pour les utilisateurs puis les lecteurs qui étaient habitués au papier. Il y a eu une belle période de transition. Mais par la suite, là, c'est ça, la presse a continué sa transformation numérique vers l'application mobile, le site web. Puis maintenant, on est à 100% numérique. Là, on n'imprime plus du tout, on diffuse plus du tout de papier.
Puis récemment, là, il y a, si je ne me trompe pas, 4 ans, la presse est devenue un organisme à but non lucratif, donc entièrement indépendante. Puis ça fait en sorte que ça diversifie les sources de revenus. Donc en ce moment, si je ne me trompe pas, là, c'est 80% des sources de revenus qui viennent de ventes publicitaires, puis un 20% environ là, qui dépend plus des dons des lecteurs. Là. Donc ça diversifie un peu les sources de revenus, puis ça fait en sorte que la presse reste gratuite. Ouais. C'est vraiment la mission de la presse là, de diffuser l'information de qualité à tous, de façon gratuite. J'allais le dire, c'est important d'encourager. C'est important d'encourager justement que ce soit en tant qu'entreprise de faire des placements publicitaires ou en tant que justement lecteur, là, de consommateur. Si on est des grands fans, il faut encourager parce que du contenu de qualité comme ça, gratuitement, ben, oui, ça vaut cher. Là. Exactement. Puis il faut se rappeler aussi que précédemment, les gens payaient pour leur abonnement au journal. Là. C'était pas gratuitement que c'était livré chez eux. Donc maintenant, oui, l'information est gratuite, sauf qu'il y a quand même des personnes qui tiennent à faire un don parce qu'ils croient en la mission de la presse, puis parce qu'ils sont persuadés que l'information de qualité a une valeur. Certainement. Très bien dit. Puis tu en as parlé quand même, mais bon, depuis plusieurs années, les façons de consommer, justement, ont changé tellement que vous avez changé à 100% pour du numérique. C'est quoi les tendances qu'on peut observer, justement, en ce qui concerne les habitudes des gens qui consomment les actualités comme ça? Là? Mm-hmm. Bien, ça, c'est notre dada là, dans l'équipe d'un peu comprendre c'est ça, les perceptions, les comportements. Ça a énormément évolué là, dans les dernières années, puis il y a des grandes tendances qu'on peut distinguer. Surtout depuis la pandémie, là, on voit que les gens sont un petit peu plus anxieux avec l'actualité. Je pense qu'il y a eu une assiduité de suivre l'actualité pendant la pandémie. Quotidiennement, le point de presse, là, c'est un rendez-vous tous les jours. Là. C'est ça. Ça a créé quand même un certain sentiment d'anxiété, mais aussi d'inquiétude. Puis, on a vu quand même là, que les gens ont commencé à consommer de l'information différemment. Quand on pense à consommer de l'actualité, on pense au où, quand, comment, pourquoi. Mais là, on voit qu'il y a une tendance à un peu plus comprendre le pourquoi du comment, à savoir l'impact que ça a sur leur vie, à savoir comment ils peuvent pallier à cet impact-là. Mais il y a aussi une soif de divertissement puis d'inspiration qui vient un peu changer la dynamique d'information. Puis c'est important de comprendre ça en tant que média parce que il faut savoir comment tirer son épingle du jeu parce que si on publie juste des nouvelles qui sont anxiogènes, les gens ne voudront pas les lire. Puis il faut être sûr d'être un partenaire, là, d'accompagner les lecteurs dans leur rituel d'information. Donc ça a énormément évolué dans les dernières années. Puis je nommais la pandémie, mais aussi, par exemple, la guerre en Ukraine ou même plus récemment, tout ce qui concerne les nouvelles avec Trump, c'est fou. Ça peut être très anxiogène. Donc, d'aborder peut-être la nouvelle un peu différemment, c'est super important dans l'univers des médias. Mais il y a aussi, on parlait là, de la routine. Dans le passé, là, nos grands-parents, ils recevaient le journal. Nos parents aussi recevaient le journal à chaque matin. Ils prenaient plusieurs minutes, 30 minutes, 45 minutes à lire le journal dans son entièreté ou même le reprenaient en revenant du travail pour finir de le lire. On n'est plus dans ça. il y a encore des personnes qui vont prendre plusieurs minutes pour s'informer le matin, mais avec tous les outils numériques qui ont le téléphone, la tablette, l'ordinateur, même la montre, on est dans l'instantané. Les gens veulent avoir les nouvelles au bout des doigts de manière très résumée, puis pouvoir consommer rapidement, puis au moment qui leur convient. Donc, ça change quand même la dynamique qu'on connaissait précédemment. Puis, on multiplie aussi les touchpoints. Là. Oui, il y a les médias d'information, mais il y a les médias sociaux, il y a des podcasts comme aujourd'hui. Donc, il faut vraiment savoir c'est quoi les formats qui plaisent, c'est quoi les moments qui plaisent. Puis, c'est vraiment différent d'un groupe à l'autre, d'une personne à l'autre. Donc, de comprendre à qui ça convient, c'est vraiment important. C'est vrai, là, c'est tellement différent. Là. Je veux dire, moi, dans mon cas, c'est, mettons, le matin, j'ai mon Google Home. Pendant que je fais mon petit café, j'écoute les actualités. Mais je sais que je suis un peu hors norme sur des affaires. Là. Des fois, j'aime ça papier. Mais beaucoup, j'ai 10 minutes le matin, je regarde, je lis un article. Après ça, le soir, je vais relire un article. Puis ça dépend tellement des journées. Fait que c'est vraiment bien dit, là, ça dépend. Puis ça a beaucoup changé, là. C'est tellement différent, là. Fait que c'est constamment être capable d'être à l'affût puis de regarder ce que le lecteur a fait puis s'adapter, là.
Aussi, puis en plus, on en a discuté avant le podcast, mais tout l'aspect de la loi C-18 qui fait en sorte que les nouvelles sont bloquées sur les plateformes de méta, donc Instagram et Facebook. Il y a des gens qui avaient développé un rituel d'information à simplement voir les nouvelles, les liens vers des médias d'information sur leurs médias sociaux, mais maintenant, ils ne se font plus pousser cette information-là. Donc, c'est important aussi d'accompagner le lecteur pour soit leur pousser des notifications ou même les amener directement sur des plateformes pour qu'ils aient accès à cette information-là d'une autre façon, parce qu'on était très les gens ils venaient à nous grâce aux notifications, aux publications sur les réseaux sociaux, mais maintenant, c'est moins le cas. C'est vrai. Dans notre cas, on est super chanceux. Là, chez La Presse, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur notre trafic, mais ça aurait pu. Là. On a développé une relation, une routine avec nos lecteurs qui n'était pas dépendante des médias sociaux, mais ça a quand même eu un impact là, sur l'univers des médias. C'est sûr, là, ça a été au tout pour le tout, là, pour certains, là, finalement. Puis, tu l'as abordé quand même. Vous avez fait le switch 100% numérique, mais avec les tendances que tu viens de nous partager, est-ce que ça serait vrai de dire que les médias papier vont disparaître officiellement pour faire place qu'au numérique? Ou c'est encore trop tôt pour dire? Je veux ton avis là-dessus. C'est vraiment difficile à dire parce que des tendances, ça va et ça vient. Oui, on voit vraiment qu'il y a une transformation vers le numérique puis que les gens délaissent le papier actuellement. C'est une réalité. Chez La Presse, c'est aussi pourquoi on a fait la transformation numérique puis que maintenant, on est entièrement numérique, mais on ne sait jamais ce qui nous attend. Il y a encore des gens qui, tu le mentionnais, qui adorent l'expérience papier. Tu sais, c'est une expérience qui est sensorielle aussi, puis qui est associée à un moment de la journée que tu prends du temps pour toi et tout ça. Donc, de dire que le papier va complètement disparaître, c'est très difficile à dire. J'aimerais savoir une boule de cristal pour le savoir. Les Kindle, puis les gens qui lisent encore des livres. Là. Oui, c'est tout à fait. Comme cette bataille-là. Là. Tout à fait. Mais je pense que c'est sûr que l'aspect numérique puis l'aspect instantané va toujours rester important. Ouais. On a développé ce réflexe-là d'avoir tout au bout de nos doigts. Donc, ça ne changera pas. Mais je pense qu'il y a une expérience papier qui est quand même appréciée de certaines personnes. Donc, de dire que ça va complètement disparaître, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire. Puis, parle-moi un petit peu des caractéristiques du lectorat La Presse. C'est quoi un peu son ADN? Là? J'imagine qu'il y a plusieurs. Là. C'est comme une famille un peu. Là. C'est pas une personne, mais ça ressemble à quoi, son ADN? C'est très large. Dans le fond, La Presse, là, actuellement, en moyenne, on rejoint 4 millions de lecteurs par mois. C'est énorme. Sur nos diverses plateformes, là, donc on a très peu de duplication. Donc, on n'a pas énormément de touchpoints par lecteur, mais ça fait en sorte qu'on rejoint 60% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Mais c'est rassurant aussi de savoir qu'il y a autant de personnes qui s'informent. Je ne m'attendais pas autant. Je suis comme, c'est parfait, on continue, gars. Mais ça fait en sorte que, dans le fond, le but, nous, c'est de rejoindre le plus de personnes possible. Ouais. On veut être accessible à tous. Puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on est très représentatif de la population québécoise. Autant en termes sociodémographiques, là, âge, genre, même les régions, on est très, très proportionnel à la représentation des régions. Mais ce qu'on voit, comment ils se distinguent, là, les lecteurs de La Presse, c'est aussi que c'est des personnes qui s'informent énormément, qui tiennent à s'informer, qui sont très engagées avec le contenu. Ils vont passer peut-être plus de temps que la moyenne à s'informer, puis ils se sentent quand même rassurés par rapport aux situations qui sont anxiogènes. Nous, dans notre équipe, on sonde souvent là, sur les craintes et inquiétudes des lecteurs et des Québécois pour avoir un parallèle. Puis on voit que le lectorat de La Presse se sent souvent peut-être plus en sécurité, où ils sentent qu'ils ont plus de connaissances par rapport à l'actualité, ce qui fait en sorte que ça les rassure là, dans des situations comme les élections fédérales. Là. C'est bon ce que tu dis. Puis justement, qu'est-ce que ces caractéristiques-là peuvent nous dire sur les attentes du lectorat envers la presse? Tu l'as un petit peu abordé quand même, mais... Bien, en fait, étant donné que l'objectif, c'est de rejoindre l'ensemble de la population, il faut s'assurer d'avoir des sujets qui vont convenir à l'ensemble de la population. D'avoir des sujets qui sont plus niches, c'est je veux dire, s'aliéner, mais de s'écarter de l'objectif de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible et d'être pertinent pour le plus grand nombre de personnes possible. Donc, c'est vraiment ça l'angle, c'est d'être adéquat pour l'ensemble de la population. C'est sûr que
de notre côté, ben on est connu pour notre rigueur, pour la qualité de notre contenu, pour la confiance, la véracité. Donc, ça, c'est ancré dans la mission de la presse, dans l'ADN de la presse, mais ça fait aussi partie des attentes que les lecteurs ont envers nous, là. On va en parler un petit peu plus tard, justement, parce que ça fait partie des grandes marques de confiance. Fait que, clairement, ça parle. Puis toi, au sein de ton département, puis en lien avec les autres départements, comment vous traitez les données, justement, que tu reçois pour l'équipe de rédaction, pour continuer à offrir du contenu de qualité, puis qui est clairement apprécié, parce que l'objectif, c'est je lis un article, mais je veux revenir, je vais lire un autre article le lendemain, puis le lendemain. Comment ça fonctionne de ce côté-là? Ben nous, on fonctionne on fonctionne par projet. Là. Dans le fond, souvent, c'est les équipes qui vont venir nous voir, puis ils ont des besoins, ils ont des questionnements, ils ont des hypothèses à tester. Donc, on évalue c'est quoi, par exemple, la bonne méthodologie pour les accompagner là-dedans. Souvent, nous, on fonctionne avec des sondages, puis on a d'ailleurs là un panel de lecteurs qu'on sonde de façon presque hebdomadaire. Là. C'est 10 000 lecteurs qui peuvent répondre sporadiquement à nos sondages. Ça nous permet d'avoir une vraiment bonne lecture de ce que le lectorat recherche. Puis même, on va des fois s'adresser à nos utilisateurs qui sont connectés par des envois courriels et tout ça. Donc, on essaie vraiment de rejoindre beaucoup de lecteurs pour être en mesure d'avoir le pouls sur leurs attentes, leurs besoins, leurs intérêts, puis aussi les éléments qui sont plus des pain points, là, si je peux me permettre, pour être en mesure de vraiment aligner autant le marketing, les ventes, la rédaction sur c'est quoi la formule optimale pour la presse, puis pour être sûr de rester pertinent à travers le temps. Donc, nous, dans notre équipe, notre travail, c'est vraiment, l'analyse des résultats de sondage, par exemple, mais on fait des groupes de discussion, des tests utilisateurs. On fait l'analyse, on fait l'interprétation des données, puis on en ressort des petites pépites là, qu'on appelle communément dans l'industrie des insights, pour être sûr de voir, OK, est-ce que j'ai des angles morts que j'avais pas considérés, mais qui ressortent dans les sondages, ou d'aller valider des hypothèses, puis d'aller mettre des chiffres sur des hypothèses qu'on avait pour dire, OK, ça, c'est la formule gagnante, ça vaut la peine d'explorer cette avenue-là, parce qu'on a des chiffres, on a 60% du lectorat ou 75% du lectorat qui nous dit qu'ils ont un intérêt marqué pour cette initiative-là. C'est vraiment intéressant. Fait que c'est en continu, là, constamment. Vous avez des groupes, des initiatives, des équipes complètes qui sont dédiées à ça. Puis justement, toi, tu fais partie de ça. Puis d'analyser, puis de s'ajuster, puis de tout le temps, là. Oui, tout à fait. Mais le lectorat, c'est vraiment notre priorité chez la presse. C'est ce qui génère notre trafic. Puis c'est le trafic qui génère nos ventes publicitaires. Donc, c'est vraiment un cercle virtueux. Je me souviens pas le terme. Le contraire d'un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Qui fait en sorte qu'on se doit de s'assurer d'être aligné avec ce que le lectorat recherche, puis on se doit aussi de prendre en considération ce que les Québécois recherchent, parce qu'on veut continuer à être en croissance et à rejoindre le plus de personnes possible. Donc, c'est quand même considérable là, dans notre approche. Puis aussi dans la prise de décision de l'entreprise au complet, là, on est chanceux là, chez la presse. Notre équipe, on a une vraiment belle visibilité avec tous les départements, parce que l'ensemble des décisions sont prises en considérant le lecteur tout le temps au centre de nos priorités. Mais ça paraît. Je fais partie de mon lecteur. Je dis que ça paraît. Je suis un peu biaisée. Justement, je l'ai dit rapido, mais la presse fait partie justement des grands annonceurs de confiance au Canada. C'est sorti, puis des plus grandes marques en fait de confiance. Puis comment t'expliques un peu cette genre de relation là, cette fidélisation avec ton lectorat? Tu sais, clairement, vous créez du contenu de qualité, du contenu qui est réfléchi, vous leur parlez, tu sais, avec des groupes de discussion, mais qu'est-ce qui crée vraiment cette relation-là durable, là? Bien, je pense que l'histoire de la presse y est pour beaucoup. Il y a une relation de confiance qui s'est bâtie à travers le temps, à travers les routines, puis même à travers les générations. Là, je pense que je me trompe pas en disant on a vu nos parents lire la presse, puis c'est bien ancré là, dans notre souvenir, dans nos valeurs et tout ça. Puis la presse est reconnue pour être un média qui est crédible, qui est véridique, qui est non biaisé. Puis ça, c'est super important, autant aux yeux des annonceurs qu'aux yeux des lecteurs. Surtout là, dans un moment où la désinformation... Avoir besoin d'objectivité. Puis oui, c'est ça. Exactement. Les fausses nouvelles et tout. Là. Exactement. Puis je pense que c'est quelque chose qui plaît aussi aux annonceurs. Il se colle à un média qui est crédible, qui est aussi un média d'ici. Donc, généralement, les entreprises d'ici se réjouissent de pouvoir aussi encourager une entreprise d'ici.
donc, oui, c'est ça, ça fait partie des choses qui plaisent à nos annonceurs. Puis, il y a aussi un aspect environnement qui est brand safe. Là. Donc, tu te colles à des nouvelles qui sont non biaisées au lieu de te coller à je ne sais trop quoi en programmatique, par exemple. Puis, on a des formats qui plaisent beaucoup aux annonceurs. On est tout le temps dans l'innovation, puis on essaie d'avoir une expérience qui est très stimulante dans notre application, dans nos applications puis notre site web, pour pas que la publicité vienne déranger, mais fasse partie intégrante de l'expérience. Je pense que ça plaît aux annonceurs aussi. Là. C'est bien dit. Puis dis-moi, là, je sors ma boule de cristal, je te demande, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça ressemble à quoi? Il y a tellement eu une évolution dans la dernière décennie, je dirais même les dernières années, là, post-pandémie. Comment tu vois ça, toi, au niveau de l'actualité et des médias d'information? C'est encore là très dur à dire, là, comme on parlait pour la disparition du papier. Dans 5, 10, 15 ans, ben on ne sait pas ce qui nous attend. T'sais, tout comme il y a 5, 10 et 15 ans, il y a des formats qui n'existaient même pas. Mon gut feeling, c'est que les formats vont continuer à se multiplier. Il y a 10 ans, on n'était pas familier avec le concept de podcast. On était plus ou moins familier avec les médias sociaux. Ça commençait, oui, mais ça faisait moins partie intégrante de notre vie, de notre routine. Les stories n'existaient pas. Donc, ça évolue énormément. Je pense que les formats vont continuer à se multiplier. Après ça, est-ce que le niveau d'attention des gens va être le même? Est-ce que les gens vont répartir leur temps de la même façon qu'actuellement? C'est en constante évolution. Puis comme je disais, les tendances, ça va, ça vient, ça change rapidement. Donc, c'est très difficile à dire. Mais je crois que la tendance vers le numérique va continuer à évoluer. Mais après ça, dans quel format, dans quel contexte, c'est vraiment difficile. Plus nous, là, c'est en termes de justement les consommateurs, comment les gens vont consommer leur actualité, comment les gens vont placer ça dans leur temps, les plateformes. Tu sais, il peut y avoir un nouveau canal de communication demain qui sort, puis que, bon, ben OK, on s'ajuste, puis on crée du nouveau contenu. Oui, exactement. Puis dans les dernières années, on voyait une tendance vers les formats qui étaient courts, surtout influencés par TikTok. Ouais. Mais récemment, cet été, si je ne me trompe pas, c'était cet été, peut-être que je me trompe, mais TikTok allait être banni aux États-Unis, donc les gens ont voulu se retourner vers YouTube, donc il y a eu une autre tendance vers les formats longs. Mais ça peut se passer là, en un claquement de doigts parce qu'une plateforme devient plus populaire ou moins populaire, puis ça change complètement la dynamique d'information. On ne sait jamais à quoi s'attendre, puis on ne sait pas c'est quoi la nouvelle grosse plateforme. Donc, il faut tout le temps être aux aguets. C'est ça, c'est comme n'importe quoi. C'est vraiment rester connecté, puis être capable de s'ajuster rapidement, puis de pivoter, puis de faire autre chose. Puis vous le faites bien. Fait qu'on va suivre ça de près. Puis dis-moi, est-ce que tu as des... Là, le temps file, là, déjà. Est-ce que tu as des projets personnels? L'été s'en vient, là, enfin, on respire. En même temps que les allergies, c'est génial, pour ceux qui le vivent comme moi. Est-ce que tu as des projets perso ou professionnels qui s'en viennent dans les prochains mois, cette année? Bien, comme je l'ai mentionné, ça fait pas si longtemps que je suis dans mon nouveau rôle, là, donc c'est plein de nouveaux challenges. Merci. Plein de nouvelles opportunités. Puis, c'est un très beau rayonnement là, au sein de l'entreprise, mais ça fait partie, là, c'est encore de s'adapter puis de savoir là, où tirer son épingle du jeu. Donc ça, c'est plus pour la sphère professionnelle. Mais sur un plan plus personnel, là, on entame un gros projet de rénovation à notre maison. Là, donc, c'est cool. Je pense que ça va occuper le reste de mes journées autres que le 9 à 5. Là. C'est sûr, ça va être ça. C'est un beau projet, mais c'est le fun, ça va valoir la peine. Exactement, le classique challenge des nouveaux propriétaires. Oui, je comprends, je suis pas super là. Mais merci beaucoup. Merci à toi. C'était super apprécié, puis on se dit à la prochaine. Oui, merci. Merci.